Et salut à tous, ici Jacques Salaire pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour ce troisième segment de cette série consacrée à mon top 50 jeux all time of the world. Jeux de société, jeux de figurines, jeux de plateau, enfin c'est voilà, tout ce qui est palpable, tout ce qui est tangible, tous ces jeux-là qu'on aime manipuler. C'est un top 50 consacré à ces jeux-là. Et je le redis, on est sur un all-time, donc c'est pas, ne cherchez pas des jeux récents. Non, c'est vraiment plus sur du classique. Il y a très peu de jeux récents, parce que vous l'avez compris maintenant, je le répète beaucoup en ce moment. Je suis complètement à la masse en ce qui concerne les sorties de jeux. Je m'y intéresse de très très loin, et encore m'y intéresser, c'est un terme qui est certainement pas le terme adéquat. Donc, on est sur du classique. Et allons-y, attaquons le numéro 30. Non, on va pas l'attaquer, pas littéralement, voyons, faut pas prendre au pied de la lettre ce que je raconte, hein, encore moins dans tout ce qui va suivre dans la vidéo. Et avant d'aller plus loin d'ailleurs, j'allais attaquer tout de suite le 30, mais avant d'aller plus loin, les amis, on les remercie, merci pour vos soutiens, sur YouTube comme sur Twitch, ça fait plaisir, vraiment, vous vous assurez. Et d'ailleurs, j'ajoute, parce qu'il n'est pas encore ajouté, parce que là c'est tout frais de ce soir sur Twitch, j'ai fait une petite virée Too Many Bones sur Twitch là, Markish, et Skylotus, merci à vous. Vous êtes abonnés sur Twitch, ça fait grand plaisir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On passe au numéro 30. Le 30, Just One. J'en avais déjà parlé dans pendant mon calendrier de l'Avent poétique, là, il y a 2 ans. Il faisait partie des 25. Donc il a perdu quelques places, mais bon, c'est un peu normal. Hein. En 2 ans de temps, forcément, ça évolue quand même. Il y a d'autres jeux qui sont rentrés dans le moule. Pas dans le moule. C'est vraiment pas le bon terme. Dans le top. J'avais fait un 25, maintenant c'est un 50. Donc il faut un peu tirer pour laisser rentrer quelques autres jeux. Laissez entrer quelques autres jeux. Laissez entrer. Ouais, je chante pas très bien. Donc Just One, c'est quoi? C'est un jeu coop dans lequel on va essayer de se faire deviner des mots avec d'autres mots. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de réelle invention. Hein. Ça existe déjà, des jeux où il faut faire deviner des mots par association d'idées. Le concept ici, c'est qu'un joueur s'isole, enfin, il se cache les yeux ou il s'éloigne un petit peu de la table, et les autres joueurs vont trouver un mot. Et c'est ce mot qu'ils vont devoir faire deviner à leurs copains. Ou leurs copines, bien sûr. Et donc chacun, muni d'un chevalet et d'un petit marqueur feutre de couleur, va secrètement indiquer un autre mot qui pourrait faire penser à ce mot, qui est un indice plus ou moins flagrant pour faire deviner ce mot à leur ami. Une fois que chacun a trouvé son indice, on les compare, on compare les indices, on retourne les chevalets, et on surveille, on inspecte. Et tous les mots qui sont en double ou plus, en triple, en quadruple, ce que vous voulez, sont effacés, ou cachés, ou ce que vous voulez. Et donc il va rester plus que des indices singuliers, quoi. Des indices en une seule occurrence. Ce qui fait que c'est assez rigolo, parce que des fois, on a envie de mettre un indice. Alors bien sûr, oui, une fois que les mots sont révélés, on appelle l'ami, il vient, en fonction des mots qui restent, il va devoir essayer de deviner quel est le bon mot qui se cache derrière ces indices. Donc là où c'est assez rigolo, c'est que au départ, on va dire, ouais, ok, on va mettre des mots assez proches, des indices assez flagrants. Je sais pas, moi, par exemple, ces chapeaux, on va mettre, je sais pas, moi, casquette, béret, Panama, ou d'autres trucs comme ça. Et cowboy, peu importe. Mais on a quand même peur que le voisin mette la même chose. Donc des fois, on va aller chercher des indices un petit peu plus tirés par les cheveux pour être sûr que personne n'ait le même indice et pour pas que notre indice soit effacé et perdu à tout jamais dans le warp. Donc, on va partir sur des trucs un petit peu plus tirés par les cheveux et ça va créer parfois des mélanges d'indices assez désopilants, dirions-nous. Et voilà, ça fait tout le côté fun du jeu. C'est sympa, ça marche bien. Honnêtement, c'est un jeu qui est vraiment familial, qui nécessite pas forcément d'avoir une grosse culture générale, parce que ça c'est généralement un frein, rien à voir. C'est généralement un frein, ça, culture générale. Il y a des jeux qui, hein, quand on sent qu'il faut être un peu calé, ça tout de suite, ça casse certaines personnes. Ils n'ont pas envie. C'est gros frein. Et ben là, non, ça va. C'est vraiment, c'est ouvert. N'importe qui a envie de jouer, c'est un jeu qui fait facilement jouer des personnes qui sont pas vraiment joueuses. Je l'avais déjà dit justement, c'est à peu près les mêmes arguments que j'avais sortis il y a 2 ans, je crois, quand je présentais un peu le jeu. Et non, c'est
C'est un des rares jeux où tu sors ça dans un repas de famille, repas au sens large, et il y a le tonton ou la tati qui passe dans le coin, qui joue jamais d'habitude, qui va s'arrêter, qui va regarder curieusement, et qui va se prendre à essayer de deviner aussi le mot, ou à essayer de s'intégrer au jeu, comme ça, style de rien, et de manière complètement consciente. Et ça, bah, c'est super cool. Des jeux qui font cet effet-là, c'est toujours cool. Donc moi, mon jeu Swan, il fera toujours partie des... Ils sont un peu usés maintenant, mes feutres, hein, dans la boîte, mais ça fait partie de mon top. Je pense qu'il restera toujours dans mon top pendant un sacré bout de temps. Je sais ce qui est mieux, mais efficace, ce jeu Swan. Nous passons avec le numéro 29, qui est un jeu que j'ai pendant un bon moment considéré comme mon jeu préféré. Et ça fait bizarre de le caser en 29 dans mon top 50, parce que c'est signe que bah, forcément mes envies de joueurs, mes appréciations de joueurs, mes besoins de joueurs ont complètement évolué en l'espace de plusieurs années. Et bah, voilà, il est 29, c'est comme ça, hein, c'est tout, il y en a d'autres qui prennent la place. Je veux parler de Zombie, la blonde, la brute et le truand. Donc c'est pas le zombie où on se balade dans les rues, là, il y a la ville qui se forme petit à petit, on lance des dés, à chaque fois qu'on fait 4 ou mieux, on bute un zombie, si on fait moins bien, on perd un point de vie, je crois, un truc comme ça. Non, c'est pas ce zombie-là, que je trouve d'ailleurs extrêmement naze. Désolé, je porte un jugement qui est assez sévère, mais enfin ça, c'est de la merde. Clairement, c'est pas un jeu de plateau, c'est juste un jeu de... ouais, c'est du yam, c'est un déguisé. Non, là, c'est Zombie, la blonde, la brute et le truand. C'est un jeu qui est plus édité, et c'est... Alors, il est plus édité, mais est ressorti récemment un jeu du nom de Lockdown, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et c'est le même principe. Vraiment, c'est la même chose, hein. Il a été relooké, il y a peut-être un ou deux petits éléments qui ont été changés pour dire de se moderniser un petit peu, parce que de temps en temps, quand un jeu a au moins 15 ans, et je crois que c'est le cas de celui-là, bah, ouais, des fois, au niveau des mécaniques, ça nécessite un petit peu d'huile de coude, hein, c'est normal. Le look est... Enfin, le thème est un petit peu changé, mais ça reste un thème survivaliste, etc., etc. Bon bref, on va parler de Zombie, la blonde, la brute et le truand, parce que moi c'est celui-là hein, qui m'a fait vibrer pendant très longtemps, et qui me ferait toujours un peu vibrer si j'y rejouais de temps à autre. C'est un jeu d'enfoiré, déjà, on le dit d'office, hein, jeu d'enfoiré. On a chacun un groupe de survivants, un groupe de 3 survivants, bon 4 si on est très peu nombreux, mais généralement on est un peu plus nombreux quand même. Enfin, vaut mieux jouer à 4, 5 ou 6. 5 ou 6 joueurs de préférence. À 4 joueurs, c'est déjà un petit peu light. Et 3, j'en parle même pas. Ça se joue jusqu'à 6. On a chacun 3 survivants. Nous sommes dans un centre commercial qui est divisé en 6 zones. Ça tombe bien parce que sur un dé à 6 faces, et ben, il y a 6 faces. Et 6 faces qui correspondent à des nombres qui vont de 1 à 6. Donc les lieux correspondent, les lieux sont chiffrés de 1 à 6. Ça permet, quand on tire une arrivée de zombies aléatoire, de les répartir plus facilement. Tiens, le dé qui fait 3, ça veut dire qu'il y a un zombie qui va en 3, etc., etc. Enfin, je vous passe les détails là-dessus. Grosso modo, à chacun 3 survivants qui vont être répartis dans la zone, et des zombies vont arriver petit à petit pendant tout le cours de la partie. Et il va falloir se défendre contre ces zombies, parce que les zombies, c'est bien gentil, mais une fois qu'ils vont nous passer en nombre, une fois qu'ils vont être en surnombre par rapport aux survivants dans un lieu, les zombies vont finir par rentrer et vont se régaler en mangeant un des survivants. Ce qui va permettre aux autres de faire diversion et de se débarrasser du reste des zombies. Les zombies repartiront et il ne restera plus que les survivants restants. Et donc voilà, comme ça. Donc là, le but du jeu, c'est d'être le joueur à qui il reste le plus de survivants, enfin le plus de points de survivants, parce qu'ils ne valent pas tous la même valeur. Et donc quand il reste 4 survivants à la fin, ou 6 si ça se joue à 6 joueurs, on fait le compte des points, ok, toi t'as encore ta blonde en vie, elle vaut 7, parfait pour toi, toi t'as ta brute, elle vaut 5, ok, toi t'as le truand, il vaut 3, c'est celui qui a la blonde qui est encore en vie qui gagne. Donc on a tous une blonde, on a tous une brute, et on a tous un truand, qui ont chacun un effet. Enfin la blonde n'a pas d'effet, son effet c'est qu'elle crie fort, quand il y a trop de blondes à un endroit, il y a des zombies en plus qui arrivent. Mais bon, ça c'est... Ouais, je sais, on n'est plus trop à l'époque inclusivité, machin, faut pas stigmatiser ou je ne sais quoi. Désolé, dans le jeu, les blondes, ça hurle, et c'est pas très utile d'un point de vue défense des, des pauvres survivants contre les zombies. Oui, j'ai pas dit, on est dans un univers un petit peu post-apo là-dedans, mais très vite fait. Et donc, jeu d'enfoiré, pourquoi ? Parce que quand on doit désigner
qui va se sacrifier pour faire diversion et pour combler les petits estomacs de nos zombies nous affamés, ça se vote, ça se vote. On vote ensemble et on vote la victime, on vote quel est le joueur, quelle est la couleur du joueur qui sera celui qu'on sacrifiera. Et donc ça, c'est amusant, parce que ça engendre des discussions, des discours d'influence, c'est marrant. Il y a des alliances qui se font, qui se défont derrière. Vous connaissez le principe, hein, donc il y a des coups de couteau dans le dos qui se perdent, qui ne font pas que se perdre d'ailleurs, hein, qui sont bien marqués parfois. Et c'est trop drôle. Vous ajoutez à ça un lieu central où les zombies rentrent quoi qu'il arrive, où ils n'ont pas besoin d'être en surnombre, hein. S'il y a 8 survivants et qu'il y a un zombie, il va quand même venir, il va quand même bouffer un mec. Et dans ce lieu, ça tombe mal, c'est là où il y a le matos. C'est là où il y a de l'équipement pour essayer de mieux survivre aux différentes configurations qui s'annoncent. Donc c'est la lutte pour savoir qui va fouiller le camion, parce qu'il n'y en a qu'un qui peut rentrer dans le camion pour fouiller. Et oui, ça aussi, ça se vote. Bien sûr, il faut voter qui aura la lourde responsabilité. Et quand il aura fouillé le camion, il va garder un équipement pour lui, et il va donner un seul équipement à un seul autre joueur. Donc même s'il y avait 2 autres joueurs qui avaient voté pour qu'il fouille le camion, non, il va récompenser qu'un joueur. Donc l'autre, il va être un peu deg. Voire les deux, parce que peut-être qu'il va offrir le matos à quelqu'un qui n'avait pas voté pour lui. Bon, c'est de l'acheter, vous voyez, et puis... bref, donc ça crée des antécédents qui vont encore plus faire dégénérer la chose derrière. Bien entendu, c'est un jeu auquel il ne faut pas jouer si vous êtes susceptible, et bon, moi j'adore, quoi. J'ai vécu plein de trucs avec ce jeu, c'est d'enfer. Vraiment, c'est super souvenir avec ce jeu. Donc 29, Zombie la blonde, la beauté le truand. Si vous réussissez à mettre la main dessus, considérez que vous avez une relique chez vous, et il faut pas s'en séparer de ce jeu, hein. Il est cool, hein. En plus, si vous avez la belle tête de vainqueur, clin d'œil à ceux qui reconnaîtront, la tête de vainqueur, une carte exclusive en plus, c'est trop cool. Voilà, 29, plus que 29 maintenant, mais bon, il a fait son temps, et il gardera toujours une petite place dans mon cœur, ce Zombie la blonde, la beauté le truand. En numéro 28, nous allons voir un jeu dont la boîte est magnifique. C'est une boîte que je considère comme une des plus belles sur ce qui a été donné d'être créé, d'être décidé dans l'univers du jeu de société. Bien sûr, tout ça, c'est subjectif, hein. D'autres vont la trouver complètement insipide. En attendant, moi, je la trouve superbe. Et pourtant, on est dans un jeu de type plutôt euro. Enfin, après, c'est une réédition. L'ancienne boîte était nettement moins élégante. Je veux parler du jeu Brass Birmingham. Observez cette boîte quand même. Super, elle est magnifique. Brass Birmingham, c'est un jeu euro, hein, comme je le disais juste il y a quelques instants. Et ça se passe dans le Pays Noir en Angleterre. Pays Noir, je suis pas sûr. Ouais, si, un peu quand même, Pays Noir. En tout cas, un secteur de l'Angleterre où c'est en train de s'industrialiser, mais bien comme il faut, quoi, hein. Donc on est dans la période 19e siècle, hein, plus ou moins. Et donc on a chacun comme objectif de faire développer, d'installer tout ce qui est usine, tout ce qui est industrie dans différentes villes de ce secteur-là pour gagner des points de victoire, tout simplement. En fait, je ne vais même pas forcément vous expliquer, parce que pas d'intérêt, c'est du jeu euro. J'aime beaucoup l'ambiance. Alors c'est très bizarre ce que je vais dire. J'aime beaucoup l'ambiance du jeu, même si, étonnamment, s'il y a bien un pan d'histoire qui m'a toujours emmerdé, mais grave emmerdé à l'école, c'est l'ère de l'industrialisation. Voilà, rien que le dire, ça me fait chier, ouais. Donc c'est clair, c'est chiant. Ouais, ça m'a jamais passionné. C'est la machine à vapeur, James Watt et compagnie, là. Putain, c'est chiant. Et ben dans ce jeu, ça passe. Je sais pas pourquoi. Il y a une ambiance qui est à la fois sombre, qui est un peu crasseuse pour du jeu euro. Je vous le vends là, hein. J'ai vraiment envie que vous y jouiez, hein. Vous entendez là, je mets tous les efforts pour que vous y jouiez. En réalité, les mécaniques sont vraiment sympas. Vous produisez pour produire, vous gagnez des points. C'est cool. Bon, je vais pas en dire plus. Ça fait partie de ces jeux, je sais pas expliquer pourquoi, mais il m'a fait
de bonnes impressions quand je l'ai essayé, et puis j'avais envie d'y retourner. J'y suis pas retourné assez encore, c'est peut-être pour ça qu'il est 28 dans mon top, et peut-être que si j'y retournais une fois ou deux de plus, il serait 58, j'en sais rien. On sait jamais, il paraît que le cœur a ses raisons, etc. Bon, pas plus à dire, la boîte est belle, le jeu est réussi. Ouais, on y va. Et là, nous zappons sur un jeu qui ne va pas me faire tarir d'éloges. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. On change en plus de registre. Nous allons partir sur Mordheim en 27e position. Bon, Mordheim, c'est cool, c'est génial, c'est géant. Non, mais je vais arrêter mes bêtises là, de pas vraiment argumenter, juste balancer des superlatifs comme ça. Non, Mordheim, c'est quoi? Jeu de figurines. Donc là, on transite, jeu de figurines. Vous avez bien vu que ça commençait à pop dans mes tops, là, hein, les jeux de figurines. Retour aux sources. Et oui, je suis un joueur de figurines à la base, et c'est pour ça que je me devais de vous parler de Mordheim. Donc on est dans un univers Warhammer Fantasy, hein, donc Battle, Fantastique, etc. Sauf que là, on est dans de l'escarmouche, contrairement à son grand frère Warhammer Battle. Là, c'est de l'escarmouche, donc on va faire évoluer une bande d'une dizaine de mercenaires, pas forcément des mercenaires, ça dépend de la faction qu'on va choisir, mais on peut jouer des humains d'Empire, donc vraiment le classique, hein, les mercenaires classiques de l'époque Moyen-Âge, un peu Renaissance. C'est un petit peu entre les deux, parce que l'Empire, c'est plus tourné vers la Renaissance que le Moyen-Âge, c'est entre les deux. On peut jouer des ignobles Skavens, hein, les fameux hommes rats. On peut jouer du vampire aussi, du mort-vivant, du cultiste du chaos, qui vont jouer d'ailleurs avec un possédé, ça dans la bande. On peut jouer des sœurs de bataille, une espèce de bonnes sœurs avec des marteaux, qui mettent des gros coups de marteau dans la tronche, parce que ça peut arriver quand elles arrivent au corps à corps, ce qui est un peu moins chaud, parce qu'il est plus chaud, je veux dire. Et voilà, ça va se jouer dans une ville en ruine, dans la ville de Mordheim, qui a subi moult ravages, parce que un météorite est tombé sur la ville, qui annonce plein de malheurs, mais le météorite, il est venu aussi, enfin les fragments de météorite ont des vertus magiques. Donc ça attire justement ces bandes de mercenaires qui vont venir pour prendre leur part du butin. Donc, jeu d'affrontement d'escarmouche dans une ville en ruine, ce qui est propice à du décor, du beau décor en pagaille. Bon, à l'époque, quand le jeu était sorti, donc vraiment vers le début des années 2000, les décors livrés avec le jeu, c'était des décors carton, hein, c'était des choses très simples, pas forcément des plus élégantes, mais on avait des potes qui commençaient à toucher un peu en sculpture et qui faisaient des trucs un peu plus esthétiquement plus recevables quand même, et plus agréables pour faire évoluer nos personnages. Donc un classique de la figurine, on assemble notre bande, on la peint avec amour, ou on la peint à l'arrache si on n'aime pas trop peindre mais qu'on préfère jouer, et on monte notre équipe en fonction d'un certain budget en points, en couronne d'or ici, le cas échéant. On équipe nos personnages, et puis on suit des règles pour essayer de tirer parti du champ de bataille, et pour remporter nos victoires, de manière à avoir plus de butin, et améliorer nos troupes, avoir plus d'expérience, et d'aller encore plus loin, et d'être encore plus fort, etc., etc. Le classique des jeux de campagne, il y a vraiment un format campagne dans ce jeu qui était intéressant. Et puis l'ambiance du jeu, voilà, côté un peu apocalyptique, même si c'était que cet endroit-là de l'univers de Warhammer. Il y a d'autres endroits qui sont un petit peu apocalyptiques dans Warhammer, mais dans le monde de Warhammer. Mais là, il y a vraiment un côté... ça bagarre, ça joue le scavenger, là, pas, ça joue le vautour pour aller chercher des trésors. Il y a un côté un peu aussi désespéré là-dedans, mais pour autant, allez, on est vaillant, on y va, on vit de manière héroïque tous les jours, et puis on s'éclate, on lance des dés, nous, en tant que joueurs, on lance du dé, on frissonne avec les dés, on vibre avec les dés, c'est l'ascenseur émotionnel classique quand on joue à des jeux qui impliquent des GT, et qui nous envoient sur des moments héroïques ou des moments complètement pathétiques. C'est comme ça, c'est la vie des joueurs de figurines. Mordheim, super. On a passé pas mal de temps sur le jeu, et j'y retournerai vraiment avec un grand plaisir. C'est
Il n'y a pas plus à dire, hein. Vous avez senti que j'étais chaud pour jouer à Mordheim, mais je suis chaud pour jouer à tous les jeux de figurines en ce moment. On n'a pas fini. Il y en aura d'autres au-dessus, hein. Attention, hein, je vous préviens. Il y aura d'autres jeux de figurines un petit peu au-dessus. Allez, on va passer au 26. Alors c'est marrant parce que à chaque jeu, comme vous savez, hein, je prépare pas le texte du tout, j'y vais vraiment en parlant avec le cœur, et j'y vais, comme diraient d'autres, au feeling, hein, tout simplement. Donc c'est assez marrant entre deux prises, de préparer la boîte, je mets le titre, et puis je lance quasiment tout de suite la vidéo derrière pour rester le maximum spontané possible. Et c'est un exercice qui fait sourire, en fait. C'est pour ça des fois je souris bêtement entre deux numéros, ça me fait marrer. Ce qui fait que c'est vraiment casse-gueule, parce que comme je prends qu'une prise à chaque fois, des fois je me retrouve à dire un petit peu de la merde, comme c'était le cas avec, par exemple avec Brass, où clairement j'étais sur le coup j'étais en manque d'inspiration totale, j'étais à la limite du PLS. Et je sors de là, je me dis mais qu'est-ce que je raconte, putain, c'est n'importe quoi. Enfin bon, allez. Le 26e, CS Files. Donc là, on est sur un jeu qui a été, j'ai souvent estimé comme étant un de mes tout préférés. Il y a longtemps été dans mon top 10. Alors top 10 plutôt vers la fin du 10, mais quand même, quoi. Enfin, dans le 10, c'est quand même quelque chose. Donc c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Alors, j'en parle au passé comme si c'était plus le cas. Bon, il est 26e, donc forcément, l'affect est un petit peu moindre. Mais c'est un peu lié à un manque de parties. Tout simplement, je suis un peu frustré de ce jeu parce que j'ai pas réussi à y jouer assez souvent. Au final, ça va souvent être le cas d'ailleurs de beaucoup de jeux qui sont déjà passés et qui vont arriver un peu plus au-dessus. On a plein de jeux, on veut toujours jouer à tout, mais on ne peut pas. Il faut faire des choix, ça implique des sacrifices. Et CS Files fait partie des jeux qui sont un peu plus complexes à sortir dans les meilleures conditions, parce qu'ils demandent d'être joués à nombreux. Et on sait que pandémie, machin, Covid, etc. Ouais. Et d'autres raisons à côté que je ne vais pas exposer parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que je vous raconte ma vie. Mais en tout cas, CS Files, je ne l'ai pas sorti depuis une éternité. Quoi, au bout d'un moment, on finit par oublier. Hein. C'est comme cette fille que vous croisez tous les jours. Et puis, vous trouvez superbe, quoi. Mais du jour au lendemain, vous la voyez plus. Donc c'est plus la peine. Vous espériez au début la recroiser, puis finalement, avec le temps, c'est par l'oublier, puis tant pis. Ça reste qu'un lointain souvenir. C'est un peu cette image-là que j'ai vis-à-vis de CS Files. Donc, mais ça vous dit pas ce que c'est comme jeu. Donc, c'est un jeu d'enquête. Le thème, en tout cas, part sur un jeu d'enquête. Maintenant, dans les faits, il y a un peu de bluff aussi, il y a un petit peu d'embrouille, et il y a un petit peu de coopératif et d'imaginaire. J'y viens plus en détail. Donc, chaque joueur incarne un enquêteur, sauf un médecin légiste, qui lui se retrouve face à une scène du crime, et un meurtrier, qui est dans le lot, voilà, et parfois un complice, selon le nombre de joueurs. Ça peut se jouer jusqu'à 12, donc là, à 12, il y a du monde, hein. Enfin, c'est vraiment rigolo. Je crois qu'il y a un témoin aussi. Oui, il y a un témoin. Quand on est nombreux, il y a aussi un témoin. C'est coopératif pour tous les enquêteurs, y compris le témoin, qui est dans ce camp-là, y compris le médecin légiste, qui est dans ce camp-là. Le meurtrier, lui, il fait cavalier seul, ou alors il fait cavalier seul presque, parce qu'il y a aussi le complice qui est de la partie, qui sont 2 contre tout le monde, en gros. Chaque joueur, sauf le médecin légiste, a devant lui 2 fois 4 cartes. Il a 4 cartes qui représentent 4 potentielles armes du crime, et 4 autres cartes qui représentent 4 potentielles pièces à conviction. En début de partie, un peu à la manière d'un loup-garou où tout le village s'endort, tout le monde ferme les yeux, etc., le meurtrier va lui ouvrir les yeux. Le médecin légiste, lui aussi, va ouvrir les yeux, parce que lui, il voit tout, il est muet, le médecin légiste, dans le jeu. Un peu à la manière du Mysterium, d'ailleurs, du fantôme du Mysterium. Et le meurtrier, alors le complice aussi, d'ailleurs, ouvre les yeux. Et le meurtrier va indiquer, j'ai un doute sur le complice, il va indiquer silencieusement l'arme du crime et la pièce à conviction. Le médecin légiste va prendre connaissance de l'arme du crime et de la pièce à conviction, et une fois que c'est fait, tout le monde va fermer les yeux, voilà.
Sauf le médecin légiste qui, lui, va sortir des plaquettes avec différentes informations. Ça va être par exemple type de crime, il va avoir plusieurs choix, empoisonnement, étouffement, blessure grave, électrocution, c'est comme ça, il y a toujours 6 réponses possibles par plaquette. Et lui, son seul moyen de communiquer et d'essayer de donner les informations sur l'arme du crime et sur la pièce à conviction, c'est de placer une petite bille, enfin une petite balle là, une douille de munitions, sur les différentes infos. Donc, par exemple, il va dire étranglement. Je ne sais plus si c'est étranglement, mais peu importe pour l'explication, c'est pas très grave. Il va placer sur étranglement. Il va avoir d'autres indices qu'il va pouvoir donner, jusque 6. Et à partir de là, tous les autres joueurs vont analyser un petit peu les armes de crime potentielles de chaque joueur et les pièces à conviction potentielles de chaque joueur. Donc électrocution, ils savent qu'ils vont zapper. J'ai dit électrocution, je sais plus ce que j'avais dit, étouffement, un truc comme ça. Bon, enfin bref. Si par exemple c'est pas blessure grave, ils vont peut-être virer le marteau, ils vont peut-être virer la tronçonneuse. Donc par élimination, par déduction, ils vont essayer de savoir qui c'est. Et s'ensuit un moment de blabla où chacun va essayer de porter des accusations. Oui, alors non, regardez, ça doit être lui, parce que regardez, c'est bizarre quand même, hop. En plus, ils disent que le meurtre a eu lieu au restaurant, selon les indices du médecin légiste. Et donc voilà, ça a blablaté, ça va essayer d'éliminer des hypothèses, d'en formuler d'autres. Et au bout d'un moment, si un des enquêteurs pense avoir trouvé la solution, il va dire ok, allez, c'est Sylvie. Voilà, Sylvie, avec, je sais pas moi, le sac plastique, et la pièce à conviction, c'était une cigarette, par exemple, parmi ces cartes. Et là, bah, le médecin légiste va dire et non, c'était pas la bonne réponse. Ah, dommage pour Patrice, hein, qui avait grillé son jeton enquête, parce que chacun a un seul jeton pour la partie, donc une fois qu'il a tenté son hypothèse, voilà, si c'est perdu, c'est perdu. S'il a réussi, ben, l'équipe des gentils a gagné, et le meurtrier a perdu. Voilà, grosso modo, le principe, ça se joue il y a 3 phases où on blablate, parce que le médecin légiste va pouvoir changer d'indice une fois par phase aussi. Enfin, je suis en train de vous rentrer dans les détails, il n'y a pas tellement d'intérêt pour la présentation du jeu. Mais j'aime bien ce jeu où on va essayer de noyer le poisson quand on est le meurtrier. Ce côté rôle secret, c'est toujours assez savoureux, j'aime bien ces trucs-là. Et c'est marrant, la capacité qu'aura le médecin légiste à devoir essayer de se créer un film à partir de 6 indices qu'il va devoir poser, et donc essayer de faire en sorte que ça soit crédible pour que les autres joueurs puissent comprendre alors pourquoi il pourrait avoir ça. Ok, d'accord. Apparemment, le meurtrier devait être quelqu'un de jaloux, d'après son indice. Ah oui, ok, donc ça pourrait être ça pourrait être cette combinaison, ça pourrait être ça aussi là-bas. Bien sûr, lui, le complice, il va essayer, quand on voit qu'on va beaucoup accuser le meurtrier, il va essayer d'effacer certains soupçons et d'orienter vers quelqu'un d'autre. Le témoin, lui, il sait qui sont le complice et le meurtrier, mais il sait pas lequel des deux est le meurtrier, lequel des deux est le complice. Et il doit pas être trop flagrant, parce que si jamais le meurtrier se fait pincer, le meurtrier dans un dernier souffle, va essayer de désigner qui est le témoin. Et s'il trouve, eh ben il gagne quand même. Et ouais, petit twist à la fin du jeu. Donc c'est pas mal, j'aime bien, c'est bonne ambiance. Et là, j'y ai pas assez joué. Je suis triste. Allez, on passe au 25. Dans tout mon top, il y a deux seuls jeux, j'ai failli dire une bêtise, il y a 2 seuls jeux qui ont conservé leur place, qui n'ont pas bougé. Et en 25, dans mon top 25, c'était le même jeu que mon 25 là maintenant. Eh oui, incroyable! Nous parlons de l'île au trésor. L'île au trésor qui est un jeu de chasse au trésor. Non, incroyable. On n'aurait pas deviné en voyant le nom et en voyant la boîte. Ah si, je vous assure. L'île au trésor, nous chassons un trésor. Un jeu de chasse au trésor, donc, avec, malgré tout, une certaine asymétrie. Et là, ça prend déjà un peu de saveur. Il y a plusieurs choses qui donnent pas mal de saveur à ce jeu. L'asymétrie, donc, un des joueurs incarne Long John Silver, qui lui s'est fait enfermer par ces matelots qui ont monté une mutinerie pour s'emparer de son trésor. Ils se sont dit, attendez, il a un trésor, il ne veut pas partager avec nous, on va le foutre au cale, dans les cales offerts, là, et puis non, on va s'emparer de son trésor. Sauf que bien sûr, ce sont tous des pirates, donc inutile de se faire confiance. Ils vont chacun de leur côté chercher le trésor et espérer le garder pour eux-mêmes. Donc chacun des mutins va essayer de garder le trésor, de le trouver pour lui, et donc John Silver, lui, il n'a pas tellement intérêt à révéler le lieu de son trésor, parce que
il veut pour lui. Et il veut gagner du temps pour essayer de s'évader, pour lui-même aller chercher son trésor derrière. Donc ça, c'est en gros le pitch du jeu. Donc le thème pirate, hein, voilà, on a bien compris. Et ça se passe comment? Ça se passe sur une carte d'île au trésor, qui a la particularité de pouvoir être inscriptible, qu'on peut écrire dessus, à l'aide de feutres, simplement de feutres, effaçables bien sûr. Et chaque joueur va pouvoir mettre des annotations sur la grande carte. D'ailleurs, chaque joueur a aussi un petit paravent avec une mini-carte où il va pouvoir aussi mettre des annotations. Certains indices dans le jeu seront offerts à tous et certains indices seront personnels. Donc, à l'aide de ces deux types d'indices, eh ben, chaque joueur va orienter son personnage sur la carte quand ce sera son tour de jouer pour aller tenter de déterrer le trésor. Donc ça c'est rigolo. Donc John, lui, il va essayer de donner des indices, il va faire gaffe à ce qu'il donne comme indice, parce qu'il est obligé de donner des indices. Mais de temps en temps, il va donner certains indices sans forcément préciser si les indices sont vrais ou si ils ne sont peut-être pas vrais. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils sont faux. C'est là où c'est rigolo. Et donc pour lui, c'est du contre-la-montre. Hein. Il doit essayer de tenir un certain temps avant la fin de la partie, si personne trouve le trésor. Ou alors si, une fois que lui arrive à se libérer, parce qu'à un moment donné de la partie, il s'évade. Si à un moment donné, c'est lui-même qui va vers le trésor, il a gagné. Et c'est réglé. Chaque personnage a une petite capacité différente. Il y en a un qui peut faire une fois par partie une recherche à distance grâce à, je sais plus, c'était son petit singe ou sa longue vue, je sais plus. J'ai plus la mémoire fraîche. Mais vous voyez, on peut... Chacun a son petit truc. Alors c'est vraiment pour dire qu'il y a un peu d'asymétrie au niveau des autres personnages. Dans le fond, ils font tous un peu la même chose. Hein. Ils avancent, ils creusent, ils déduisent en fonction de leur indice. Mais c'est rafraîchissant. Vraiment, le jeu est beau. J'aime bien. Il est mignon, mais mignon aussi pour les adultes. D'ailleurs, il est assez familial aussi. On peut aisément y jouer avec un public un peu plus jeune. Pas trop jeune non plus. Quand même, un minimum de... On va dire une dizaine d'années, c'est bien. Ou un petit peu avant la dizaine, c'est bien aussi. Pas beaucoup plus petit. Et... Non, bonne ambiance. Vraiment, c'est un jeu avec qui a un look qui fournit une bonne ambiance à table. Ça se joue plutôt vite. Alors, il y a ce petit défaut que beaucoup ont aimé souligner à la sortie du jeu. Effectivement, quand on est le joueur qui incarne donc John Silver, on est tout le temps sollicité. On a toujours un truc à faire. Par contre, c'est vrai que quand on est un autre joueur, quand on incarne un des mutins, là, enfin des autres pirates, parfois on attend un petit peu que les autres fassent leur tour pour enfin être actifs. C'est vrai. Mais bon, après, si on part sur le principe qu'on joue le jeu et qu'on essaye quand même de jouer plutôt rapidement, bon, ça reste un jeu qui se finit assez vite. Et la partie est généralement bouclée au bout de 3/4 d'heure facile. Pour une fois, c'est un jeu où le temps annoncé sur la boîte est assez proche du véritable temps passé sur le jeu. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand j'avais eu le jeu à l'époque, je l'avais amené à mon club de jeux de l'époque un soir, et on avait enchaîné, on était quatre dessus, on avait enchaîné 4 parties, où chacun avait joué donc John Silver, et c'était sans bord de rien, enchaîner des parties comme ça sur un seul jeu, c'est rare, quoi. En fait, hein, c'est rare dans un club de jeux, généralement on va vouloir butiner et sortir d'autres jeux. Bah là, on est passé la soirée dessus, et donc preuve que le jeu est vraiment, vraiment singulier. Et j'aimerais finir quand même avec un point. C'est vrai que bon, vous m'entendez souvent faire mon vieux con maintenant, c'est-à-dire que les jeux se ressemblent beaucoup, etc. Que bon, quelques mécaniques qui bougent, le thème bouge un petit peu. Un petit coup de pinceau pour dire de rafraîchir, mais dans le fond, ça se ressemble beaucoup. L'île au trésor, pour moi, ça fait partie de cette catégorie de jeux où, quand c'est arrivé, clairement, ça se démarquait de tout. C'est un truc qui n'était pas vu avant et qui n'a pas vraiment été imité derrière, ou alors très mal, parce qu'on se souvient de lui, on se souvient pas des autres. Et encore maintenant, je trouve qu'il est singulier. C'est vraiment un jeu qui est singulier. C'est un petit chef-d'œuvre. Je le trouve génial. En plus, il y a un Vincent Dutray à l'illustration. Alors, Vincent Dutray, on le connaît par cœur maintenant, il illustre une boîte sur deux. Mais j'exagère un petit peu. Mais n'empêche que son boulot, il est génial. Sinon, il illustrerait pas une boîte sur deux, en exagérant toujours un petit peu.
Et vraiment, super jeu. Et je parle pas de son auteur, mais parce que j'arrive pas à le lire ici. J'ai une très mauvaise mémoire pour les auteurs. Mais la honte, hein. J'en suis un en bouquin et je ne retiens pas les auteurs. C'est vraiment nul. Hein. Mais on sait que le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Donc ça, à la rigueur, c'est pas grave. Marc Paquin, je crois, de mémoire, d'après ce que j'arrive un peu à lire. Enfin, vraiment, superbe idée. Beau duo sur ce jeu qui est un vrai chef-d'œuvre. Et je vais rendre l'antenne pour l'île au trésor, sinon je vais continuer encore à en parler pendant un moment. J'aime bien, quand j'aime bien les jeux, j'en parle. Il y a que des jeux que j'aime bien, c'est compliqué, vous savez, hein, de faire un top comme ça et de pas se donner de limite de temps. C'est dur. On passe au 24. Allez, soyons raisonnables, les amis. Changement radical de décor sur le numéro 24 qui va apparaître à gauche de votre écran dans quelques instants. Et d'ailleurs, changement de mécanique, changement d'ambiance. Enfin, d'ambiance, non, pas tout à fait. Parce qu'au niveau d'ambiance, ça reste plutôt cool, plutôt familial. Est-ce que je pourrais oser dire familial là-dessus? Peut-être pas à ce point-là. Mais en tout cas, on est dans un jeu qui donne le sourire quand même. Et je parle de Clank in Space. Hein, quoi? Clank in Space qui donne le sourire? Bah oui, c'est quand même blindé de petites références à la pop culture, geek en tout genre, etc. Ça marche bien, hein. Je trouve que rien que ça met l'ambiance. Clank in Space, ça, c'est quoi? Enfin, Clank in Space, ou dans l'espace, en version française. Oh là là, au Québec, on va me crier dessus, on va dire, mais t'es français, parlez français. Enfin, bref, Clank in l'espace. C'est un jeu de deck building, on va chacun avoir un personnage qui va s'enfoncer dans un vaisseau spatial, donc qui est divisé en plein de secteurs différents, avec des cases, des machins, des choses comme ça. Et on va crapahuter pour essayer d'aller récupérer des équipements qui vont rapporter des points de victoire. Et ouais, toujours cette course au point de victoire. Mais ça se fait pas aussi facilement. Et non, ça se fait à l'aide d'une main de cartes. Il y a des cartes qui vont vous permettre d'avancer d'un certain nombre de cases, il y a des cartes qui vont vous permettre de monnayer l'achat d'autres cartes qui sont plus performantes. Du deck building, quoi. En gros, on a un deck de cartes et on va essayer de l'améliorer. Donc on a tous au début ce même deck de 10 cartes et on a des mains de 5 cartes. Donc on va avoir les deux mêmes mains de départ au début. Et après, ça va s'étoffer parce que les cartes qui vont se proposer vont être différentes et vont amener ce côté asymétrique que nous aimons tant dans ces jeux-là. On va essayer de prendre des objets, on va affronter quelques monstres au passage, et surtout, le truc qu'il y a dans Clank, là, la mécanique liée à ce jeu, et au nom du jeu, il s'appelle Clank, c'est que quand on va fouiller, quand on va piquer des objets, ça va faire du bruit, ça va faire Clank. Bon, initialement, le jeu est un jeu dans un univers héroïque fantasy. C'est plutôt les clank, clank, clank des bruits de l'armure quand on court dans des donjons médiévaux. Mais comme le jeu a bien marché, qu'ils ont voulu faire une version Space, pas de raison que ça marche pas non plus dans Space, dans l'espace, pardon, qu'on puisse faire des bruits comme ça, clank clank. Donc pourquoi pas, c'est le cas aussi ici, qu'on fait du bruit. Le Seigneur des Lieux, j'ai complètement oublié son nom, le grand méchant, machin truc, Trucidator X3200, je sais plus. C'est même pas ça, ça va me revenir. Je vais arrêter l'enregistrement, la vidéo sera terminée, je me dirai, mais oui, c'est ça son nom. Ah bah c'est trop tard, pas de bol. C'est tout, c'est pas grave. Donc lui, il sait, il est là, il est dans son vaisseau, il sait pas qu'on est en train de dévaliser ses affaires. Mais de temps en temps, il va entendre du bruit, ça se peut qu'il s'énerve il s'énerve. Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Enfin, tout ça, c'est représenté par un sac, et à chaque fois qu'on va faire du bruit dans l'espace, parce que des fois, il y a des cartes qui provoquent du bruit, on va mettre un cube de sa couleur dans la petite sacoche. Et de temps en temps, quand le grand maître à bord va faire un peu montre de son mécontentement, on va piocher des cubes dans le sac, où il y a quelques cubes aussi neutres qui sont dedans pour dire de diluer un petit peu, que ça soit pas trop sur nous, que ça tombe tout le temps. On va tirer des cubes, et les cubes de notre couleur vont nous faire perdre des points de vie. Donc plus on fait de bruit, plus on a de chances de perdre des points de vie. Et plus on perd de points de vie, et plus on a de chances d'être mort, tout simplement, et de perdre la partie. Voilà, donc il ne faut pas faire trop de bruit, il y a un côté prise de risque, et si on voit que notre jauge de vie baisse un peu trop fortement, on va faire on va faire demi-tour, et puis on va retourner vers l'arrière du vaisseau pour prendre une capsule, essayer de se sauver, et se contenter de ce qu'on a comme point, comme butin, et espérer que les autres, eux, ils y passent. Parce que dès que quelqu'un se sauve du navire, je pense que ça met fin à la partie. Je sais plus dans Clank in Space, j'y ai pas joué si souvent que ça, mais à chaque fois c'était un régal.
Et donc Clank, j'ai une histoire assez mitigée avec ce jeu. À la base, et ça qui est marrant, c'est que j'avais essayé 2 fois le Clank de base, et je pense que j'étais simplement pas tombé sur les bonnes tables et composé avec les bons joueurs. Enfin, j'avais absolument rien sur ces joueurs-là, c'était des copains. Mais n'empêche que c'était des tables de 4 et ça jouait lentement, lentement, lentement. Et moi qui à la base n'étais pas trop fan des deck building, j'avais déjà essayé pour faire plaisir, pour dire bon allez on va tester. Il y a beaucoup de monde qui parle de jeu comme un jeu super. On va tester, on va voir. On va pas être idiot, on va s'ouvrir. Je m'étais fait chier comme un rat mort. Un putain de rat mort. Et encore, non, les rats morts se font pas aussi chier. Les rats morts, ils sont morts. C'est con comme expression, hein, quand vous y pensez. Et non, c'était pas passé. Je sais pas pourquoi, je m'étais engouffré de nouveau dans une deuxième partie, peut-être quelques semaines ou quelques mois plus tard. Même effet, vraiment le même genre de table, avec le même genre de population à la table. Et ouais, je m'étais fait chier, pareil, ça avait pas pris. Et pourtant, j'étais revenu une deuxième fois avec un esprit plus... ouais, on va lui laisser une deuxième chance à ce jeu, il n'y a pas de raison. Ah bah non, c'était pas passé non plus. Il a fallu attendre 2 ans avant que je réessaie, 2 ans, voire 3 ans, avant que je réessaie le Clank in Space, avec une table composée d'autres joueurs, et je me suis éclaté. Là, c'était tout seul. C'était vraiment... ouais, je me suis éclaté. Alors par contre, entre-temps, effectivement, je me suis un peu initié et ouvert aux jeux type deck building. Et bon, donc là, à mon avis, ça a aussi contribué à ce que ça marche bien. Et ouais, le jeu, il tourne bien, c'est dynamique. Tu prépares déjà un peu ton tour parce que quand tu as fini ton tour, tu pioches déjà les cartes suivantes. Donc pendant que les autres jouent, tu sais à peu près ce que tu vas faire. Tu vibres un petit peu parce que tu sais ce que tu construis ton prochain tour. Ce qui fait que ça rend la partie encore plus fluide, hein, parce que pour les autres, c'est pareil. Si tu joues vite ton tour, bah, ça arrange les autres. Ils peuvent plus vite rejouer aussi. Mais pour autant, des fois, quand tu as des... Ah, j'ai pas précisé, c'est pas coop du tout. Hein, c'est chacun prend des trucs pour sa tronche et puis on compare les points à la fin. Quand il y a un rival qui est pas loin, peut-être qu'il va aller piquer le petit objet que tu convoitais. Donc tu vas essayer de prévoir un plan B quand même, etc. Donc c'est marrant. C'est pas un jeu expert de fou, hein, c'est vraiment un jeu pour connaisseurs. Et c'est détendu, il y a du fun dans le jeu, ouais, c'est fun. C'est vraiment ça, un jeu fun. Et j'y retournerai dans ce vaisseau spatial avec grand plaisir. J'ai toujours pas trouvé le nom du grand méchant, du grand vilain du jeu. Mais dans le fond, c'est un gentil, parce qu'on lui pique ses affaires. On lui pique sa Game Boy et des trucs comme ça, là. C'est nous les méchants dans le jeu, ouais. Donc il n'y a pas besoin de chercher le nom du méchant, c'est nous. Allez, je vous prépare le 23, on enchaîne, allons-y. Le numéro 23, le numéro de MJ, Michael Jordan, pour ceux qui ne connaissent pas MJ, Best Basketball Player of All Time, hein, on est sur un classement, un top all time, donc il faut mentionner Michael Jordan. Mais enfin là, ça n'a rien à voir, vraiment aucun rapport, et on part sur un jeu dont la boîte est nettement plus petite que la boîte de Clank. Enfin, même au niveau du matos déployé sur la table, on n'est pas du tout dans le même registre. Nous allons partir sur un jeu qui est explosif. Ce jeu, Time Bomb, The Number 23, Time Bomb, minimaliste, efficace, toujours des marades dans le jeu. Hein, désolé Miro, je te pique ton expression de marade là-dessus, mais ça s'y prête bien. Time Bomb, c'est un jeu par équipe donc coopératif, hein, quand on est dans la même équipe, bien sûr, nettement moins quand on n'est pas dans la même équipe. Il y a les gentils, l'équipe de Sherlock Holmes, qui va essayer de désamorcer la bombe, qui a été installée par les méchants, l'équipe de Moriarty. Les méchants ont une carte avec un fond rouge, les gentils ont une carte avec un fond bleu. Mais on ne sait pas qui est qui, parce que c'est un jeu à rôle caché. Donc on a chacun secrètement un rôle en début de partie, et ah cool, je suis un méchant, ouais, je vais essayer de faire péter la bombe. Ah mince, je suis encore un gentil pour la 8e fois d'affilée. Merde. Mais ils vont quand même, pour la 8e fois d'affilée, les autres ne vont pas me croire que je suis un gentil, parce que c'est ça aussi. Parce qu'il y en a qui ont naturellement une tête de gentil, et d'autres, pas vraiment. Et ils ont toujours pas compris, mes copains d'ailleurs, que je mentais jamais. Il arrive que je me trompe parfois, mais je mens jamais. Enfin bref. Donc voilà, chacun son objectif. Le jeu se joue en 4 manches. Une manche, c'est autant de tentatives de couper un fil
qui désamorce la bombe que 2 joueurs. Donc si on est 8 joueurs, ce qui est le maximum pour y jouer, là ça se joue de 4 à 8. Mais plus on est nombreux, plus c'est drôle bien sûr. Si nous sommes 8 joueurs, on aura 8 tentatives pour couper un fil. Et puis la manche se termine, on passe une nouvelle manche, etc. etc. Donc chacun reçoit 5 fils devant lui, 5 cartes qui représentent des câbles. Voilà, tout le monde a 5 cartes. Chacun prend connaissance des câbles et les repose face cachée, enfin juste avant, il les mélange. Donc il sait ce qu'il a comme câble, mais il ne sait pas dans quel ordre, parce qu'il les a mélangés, donc il ne peut pas orienter les choses, ça serait trop facile. Parmi les câbles, une très grande majorité des câbles ne servent à rien. Quand on les coupe, ça ne fait absolument pas exploser la bombe, et ça n'aide pas non plus à la désamorcer. Par contre, il y a quelques câbles, un nombre égal au nombre de joueurs aussi, ça tombe bien, on est 8, il y a 8 câbles qui désamorcent, donc qui permettent de désamorcer. J'ai spoilé la fin de ma phrase. Voilà. Et il y a un câble, un seul dans tout le jeu, qui fait exploser la bombe directement. Et boum! Quand c'est le cas, donc si quelqu'un a le malheur de couper ce câble-là, la partie s'arrête, les rouges ont gagné, les bleus ont perdu, et on en refait une, parce qu'on en refait toujours une de toute façon à ce jeu-là. Il n'y a jamais de dernière partie. Enfin si, il y a plein de dernières parties. Mais c'est jamais la vraie dernière partie. Il y en a toujours une vraie dernière partie qui n'est finalement pas une vraie dernière partie derrière. C'est un problème, c'est que c'est un jeu sans fin. Et il y a une fin, mais elle ne justifie pas la fin, vous voyez. Et The Yes needs the no to win against the Yes. Le mec dit, mais qu'est-ce qu'il a fumé, ce mec? Il est en train de faire son top et il dit n'importe quoi. On revient à notre time bomb, là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? C'est du blabla. C'est du blabla. On va essayer d'influencer les autres pour venir faire des coupes chez nous, parce qu'on peut jamais couper. En fait, comment? On reprend au début. Un joueur a une pince qui permet de couper. Et il va questionner les autres. Il va dire, bon, moi je suis gentil. Je veux désamorcer la bombe. Je veux couper les bons câbles qui permettent de vraiment désamorcer la bombe. Qui en a devant lui? Moi, monsieur, moi. J'en ai au moins 3. Ah, c'est sûr, j'en ai 3. Ah, tu viens chez moi, tu viens couper, il y a 60% de chances que tu coupes un bon câble, vas-y, c'est sûr. En plus, la bombe ne risque pas d'exploser chez moi. Viens, pas de souci. Non, il ment. J'en ai 3 aussi, moi. Attendez, à vous deux, vous en avez déjà 6. Donc il ne reste plus que 2, sachant que moi, je sais que j'en ai un. Moi, je peux pas couper chez moi, mais j'en ai un. Donc parmi les 5 autres, il n'y en a qu'un seul. Hautement improbable, votre histoire, là. Mais oui, c'est hautement improbable, parce que moi, j'en ai 3. 3 aussi, toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, alors attends, il y en a au moins un qui ment, voire plus. Et puis voilà, vous savez, blabla, on essaye d'influencer, on essaye d'entourlouper. Les rouges ont toujours les bons câbles qui désamorcent, mais finalement non. Et puis les rouges ont parfois la bombe, et puis ils ont aussi quand même des câbles qui désamorcent, donc il faut venir chez eux. Donc voilà, c'est marrant. C'est toujours beaucoup plus marrant à découvrir en le vivant qu'en écoutant quelqu'un comme moi l'expliquer en parlant de Raffarin. Ouais, rien à voir. Time Bomb, c'est l'ambiance assurée, ça marche toujours. Et je sais que là, par exemple, prochainement, j'ai une petite soirée. Enfin, une petite soirée, c'est un euphémisme, une bonne grosse soirée où il y aura du jeu. Je sais que Time Bomb sera de la fête. Et je sais que je m'arrangerai pour être à la table de ce Time Bomb et pour m'éclater, parce que ça marche toujours. Ça marche tout le temps. C'est ce genre de jeu qui provoque des rires idiots en pagaille. Et ça, c'est ce qu'on aime pour ces jeux d'ambiance. On passe au 22, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le 22. Attends, je vérifie. C'est le 21, il y a surtout beaucoup à dire. Mais on doit passer par le 22 avant. On va faire un détour par le 22. C'est parti. Le 22, le 22, le 22. Nous partons dans l'espace, les amis. Le 22, dans l'espace. Avec des ouvriers un petit peu bizarre. Des ouvriers composés de modules, différents modules avec des couleurs, même de la matière qui fait penser à des personnages de Kinder. C'est assez curieux. Hein. Vous voyez pas de quoi je parle. Non, il est passé pas mal sous les radars ce jeu, je dirais. Je mentionne Chimera Station là-dessus en parlant de toutes ces choses-là. Chimera Station, donc ouais, Euro Edition. Hein. Oui, quand je vous dis des fois, je pars en couille, je sais pas ce que je vais dire, et puis c'est n'importe quoi. Donc Chimera Station, c'est quoi? On reprend notre sérieux, s'il vous plaît, hein, un petit peu, ça serait cool, on est bientôt à la fin de la vidéo, on va tenir, allez, on va jusqu'au bout. Et donc c'est un jeu de placement d'ouvriers.
où nous allons, nous représentons chacun une faction extraterrestre, et nous allons poser nos petits extraterrestres ouvriers sur différents lieux, des modules de la station spatiale Chimera Station, ou des salles à l'intérieur, ou d'autres trucs, ou la station d'épissage pour rajouter des éléments. En fait, vous voyez sur la boîte, des bonhommes qui sont composés de différents éléments. En fait, ces ouvriers, nous allons pouvoir les moduler. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher des éléments pour rendre l'ouvrier spécifique. Donc des éléments qui vont faire que, par exemple, quand votre ouvrier va aller récolter des ressources, il prendra quelques ressources, une ressource en plus. Il y a un autre élément qui fait que votre ouvrier marquera des points de victoire systématiquement quand il ira sur certaines zones. Un autre élément qui fait que quand votre ouvrier pourra piquer la place, il piquera pas vraiment la place, parce que l'ouvrier précédent aura déjà activé l'effet de sa case, mais l'ouvrier pourra boxer l'ouvrier précédemment posé sur la case pour profiter lui aussi des avantages de cette case, alors que de base on peut pas le faire, lui avec ses grosses pinces il peut le faire. Et puis il y a l'ouvrier avec ses feuilles là qui permet de s'auto-alimenter, voire de produire carrément des burgers, qui est d'ailleurs l'équivalent des points de nourriture, là, des pions de nourriture, parce que à la fin d'un tour, il va falloir quand même nourrir ses ouvriers, comme c'est le cas dans pas mal de jeux d'ouvriers. Il faut toujours les rétribuer derrière, et d'où ils se nourrissent. Un jeu euro qui permet pas mal de petites combos. C'est un jeu qui paye pas de mine, parce que quand on voit les composants, quand je dis les composants, les ouvriers, en fait, vous pensiez peut-être que je rigolais avec cette idée de personnage Kinder. Non, mais c'est carrément ça. Et vraiment, les ouvriers, on dirait des trucs Kinder. Ça a pas plus de gueule que ça. C'est du plastique avec des couleurs kitsch à mort. mais c'est le vrai matos du jeu. Et pour moi, ça me fait marrer. Hein. Je vois le matos. Il m'éclate, ce matos. Le plateau, il fait un peu kitsch aussi dans le design, dans le graphisme. Mais non, ça fait le job. Vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. Et c'est un plaisir d'y aller de temps en temps, faire une virée là-dessus. Il était déjà dans mon top 25 il y a 2 ans d'ailleurs, ce jeu Chimera Station. Et c'est assez marrant parce que j'avais fini par m'en débarrasser à un moment donné. Et je me le suis réapproprié parce qu'il me manquait. Ça peut être marrant d'ailleurs de faire un genre de top comme ça. Un top, pas forcément un top, mais de faire un 10 jeux que j'ai revendu et que finalement j'ai racheté. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois cette anecdote-là. De se débarrasser d'un jeu et puis de se dire non, mais en fait il me manque trop et je le reveux. Je le reveux dans mon Calax. C'est con, mais c'est comme ça. Je suis pas un grand sentimental pour tous les jeux. Hein. Il y a des jeux des fois qui partent parce que j'arrive pas à les sortir, mais finalement, ils finissent toujours par manquer. Donc Chimera Station, il y a des grosses possibilités de combos, ce que j'ai essayé de vous dire juste avant. Évidemment, j'ai bifurqué, je suis parti sur autre chose. Il y a des pièces, quand vous les construisez, ça vous offre des bonus placements qui vous permettent de copier l'effet d'une pièce, qui pourrait être la possibilité de retirer un ouvrier qui pourrait se replacer sur une pièce. Vous voyez, il y a des espèces d'effets de boucles récursifs comme ça, mais qui ne sont pas non plus infinis à ce point-là. Mais il y a vraiment des combos à faire avec ce jeu, et ça peut retourner le cerveau dans certaines situations. C'est pas ça qui m'attire le plus, à noter, même si je vous avoue que c'est satisfaisant quand des fois je me prends aussi à en faire et dire en fait toi si mais c'est dans le fond, mais c'est pas con ce que je fais. Putain, ça m'arrive, j'ai des éclairs de génie parfois. Incroyable. Donc et je pense que ce que j'aime aussi dans le jeu, c'est le fait qu'il soit passé sous les radars. Et c'est justement ces personnages kitsch là, Plastoc Kinder, je trouve ça cool, j'aime bien. Je sais que beaucoup n'aimeraient pas. Voilà, c'est con. Mais c'est un argument, ça c'est un argument premium. Hein. C'est un argument underground. C'est le Underground Award by Jacques Seller 2000 du siècle. On y va. Ah, du siècle. Allez, on passe au 21. Parce que 21, je vais devoir m'expliquer, les amis. Je vais devoir m'expliquer sur 21. Je vais me faire attendre au tournant, c'est sûr. Et vous attendez pas au 21. Bon là, je peux me permettre de boire une rasade. Parce que là, on est parti pour un moment. Et je vous promets, ceux qui font la vaisselle et qui regardent pas l'image, là, hein, qui font qu'écouter avec leur écouteur ou leur casque ou télé, mais qui va
qui va au fond là-bas de la pièce bien fort. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Allez, on y va. On reste dans l'espace. Ah ouais, c'est bien celui-là. Hein. On reste dans l'espace. Pas dans l'espace. En fait, techniquement, on n'est pas vraiment dans l'espace avec ce jeu. Non, non, parce qu'on est sur une planète. Mais on n'est pas sur Terre. On est sur Mars. Et oui, on est sur Mars. Et c'est pas On Mars de Lacerda. Non, non, c'est pas On Mars. C'est pas... c'était quoi le jeu de Ignacy Trevitsek ou le Robinson version Mars, là? J'oublie toujours ce nom. J'arrive pas. Enfin, en tout cas, c'est pas celui-là non plus. Non. Vous voyez le jeu que j'ai pas dit? Eh ben, c'est pas celui-là. Allez, j'arrête de tourner autour du pot. De toute façon, vous avez complètement capté de quoi je voulais parler pour ceux qui me connaissent bien et qui connaissent bien la chaîne, parce que j'ai fait muchos vidéos là-dessus. Bah oui, Terraforming Mars, il tombe en 21. Paf, voilà, le pauvre, il a dégringolé, mais complètement dégringolé. Il était en 2 hein, sur mon top 25 il y a 2 ans. Il est resté longtemps dans mon top. Ça a souvent été... En tout cas, des jeux de plateau, ça a été très longtemps mon numéro 1 incontesté. Enfin, je disais qu'il y avait... tout à l'heure, j'avais parlé de Zombie, la blonde, la brute et le truand en numéro 1. Puis est arrivé Terraforming Mars. Pour moi, c'est les deux qui se sont un peu succédés. Mais non, il est en 21. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer quand même de ne pas en faire de trop, parce que le but, c'est pas non plus de faire, je sais pas, une lettre de démission de mon statut de joueur intergalactico-légendaire de Terraforming Mars. Et, ah non, c'est pas le but. Mais I21, c'est quand même bien, c'est un bon jeu. Non, mais honnêtement, Terraforming Mars, c'est un super jeu. J'ai rien à dire là-dessus, c'est un super jeu. C'est juste que j'y ai tellement joué que c'est normal qu'à un moment donné, j'ai un petit peu envie d'autre chose. C'est simplement ça. Si je voulais la faire la plus courte possible, c'est tout ce que j'aurais à dire. J'aurais pas plus. Ah mais non, faut quand même parler du jeu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Terraforming Mars, pour ceux qui me suivraient, qui ne connaîtraient pas Terraforming Mars, je pense pas qu'il y ait de masse de personnes dans cette situation. Mais en gros, nous incarnons, alors ça se joue de manière compétitive, de 1 à 5. Oui, ça peut être compétitif à 1 aussi, parce qu'on va essayer de terraformer Mars dans un temps imparti. On peut perdre tout seul, ça arrive. Ça arrive pas... ça arrive quand même relativement souvent de perdre solo, ça peut le faire. Mais de 2 à 5, nous incarnons chacun une corporation qui va essayer de plus contribuer à l'effort de terraformation sur Mars que les autres corporations. Donc vous pouvez traduire ça par ceux qui vont le plus scorer de points de victoire, hein, parce que ça reste un jeu type Euro, où le hasard est pas présent du tout. C'est faux. Le hasard est assez présent dans Terraforming Mars, parce que la pioche des cartes, la pioche des cartes, hein, ça va complètement bouleverser le jeu, ça ne demande rien quand on connaît bien le jeu. À force, quand on a tous les mêmes niveaux, la pioche des cartes va déterminer le vainqueur, en fait. Hein. Ouais. Non, il y a quand même des choix qui vont faire que, mais à niveau égal, c'est clairement ça qui va déterminer le vainqueur. Mais bref, en tout cas, nous incarnons chacun une corporation et nous allons essayer de monter nos moteurs de production pour produire des ressources qui permettront de construire des projets qui vont permettre à leur tour de terraformer Mars, donc augmenter le niveau d'oxygène, augmenter le taux d'oxygène, augmenter le niveau de température sur la planète, et puis aussi amener de l'eau sous forme liquide, de manière à ce que Mars devienne habitable, hein, donc terraformé, pour que nous, humains, puissions y vivre paisiblement. Tout ça, ça rapporte des points. En parallèle, il y a d'autres moyens de gagner des points, des petits concours ouverts dans le jeu, des paris, hein, je pense notamment aux objectifs récompenses, et puis grosse saveur du jeu quand même, les corporations qui rendent la partie totalement asymétrique, les cartes projets qui sont toutes différentes. Quand on a des extensions, ça fait un sacré paquet de cartes projets. D'ailleurs, des extensions qui permettent de vraiment renouveler le jeu et qui permettent d'ailleurs, quand je dis vraiment renouveler le jeu, comme on peut très bien jouer avec toutes les extensions, comme on peut jouer avec certaines d'entre elles, on peut combiner dans plusieurs façons, ça rend un jeu qui est vraiment différent selon la configuration, que ce soit en matière d'extension jouée ou pas, et de nombre de joueurs autour de la table, et le nombre des corporations. Si avec toutes les extensions, ça fait beaucoup de corporations, ça fait
facile une quarantaine. Donc non, c'est chouette. Alors d'apparence, le jeu n'est pas engageant. Au tout début, quand j'avais vu la boîte et que j'avais vu le matos, j'avais eu la même réaction que beaucoup. Ah, c'est quoi ce truc là? Ah non, non. Et puis finalement, le jeu a fait un carton, parce que les plus audacieux d'entre nous ont quand même testé le jeu, ils ont été conquis, et puis ils ont pris le virus est transmis, et paf, voilà, ça fait des chocs à pic. Et ça fait un jeu qui a marqué son époque. Pour moi, c'est vraiment un des gros jeux qui continue encore de marquer son époque, alors que le jeu est sorti il y a plus de 5 ans. Donc ça, c'est incroyable. Un jeu qui tient encore, qui tient plus de 5 ans comme ça, qui se vend encore, dont les tirages sont, comment dire ça, ils sont vidés, enfin bref, à chaque fois qu'un nouveau tirage est fait, ça y est, ça part quoi, hein, puis il faudra attendre qu'il y ait du stock à nouveau dans les magasins, donc c'est assez fou, oh, c'est incroyable. Donc c'est un jeu qui m'a procuré énormément de bonnes expériences ludiques, à un point où j'en ai aussi organisé des tournois de mon côté, donc c'est et des tournois qui attiraient quand même des joueurs, ça m'en de rien, c'est très bonne expérience ludique, j'en ai fait des vidéos à l'appel sur la chaîne, et c'est un jeu qui restera lui aussi bien gravé dans ma mémoire ou dans mon cœur, c'est vrai à dire, parce qu'en fait le cœur il réfléchit pas, le cœur c'est dans la tête quoi, bien sûr. Mais voilà, c'est un super jeu. Maintenant pourquoi 21? Ah, pourquoi 21? Parce que voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, j'ai tellement joué. Et je pense qu'il y a. Alors, c'est pas tellement une lassitude qui s'est installée vis-à-vis du jeu, parce que je pense que j'avais encore beaucoup de parties devant moi à faire. Il n'y a aucune partie se ressemble, donc ça, c'est quand même plutôt un bon point. Mais je pense que c'est une lassitude. Alors, une lassitude de jouer en solo, ça, c'est sûr. Je n'arrive plus à jouer en solo à Terraforming Mars. Là, j'ai vraiment trop joué. Mais c'est une petite lassitude vis-à-vis du jeu en multi aussi. Parce que, hélas, les joueurs ont tendance à tous reproduire un schéma. Il suffit que quelques personnes aient une idée bien arrêtée sur quelque chose. Et manque de peau, ces personnes vont être assez influentes, parce que je sais pas, ça sera des blogueurs ou des créateurs YouTube ou je ne sais quoi. Ils vont balancer une idée et ça va être suivi parce que c'est comme ça, il a dit ça. Donc c'est ça. Sauf que non, c'est pas ça. Et donc là où je veux en venir, c'est que Turmoil, la dernière extension, moi je l'apprécie beaucoup, cette extension, je la trouve cool. Pour autant, beaucoup de personnes ne vont pas l'apprécier parce que les premiers à avoir donné leur avis dessus vont dire ouais, mais ça dénature un peu le jeu, ou ouais, ça rend le jeu différent, bon, ça ralentit le jeu, c'est. Ouais, bon, il y a un peu d'aléatoire, machin. Enfin bref, tous les arguments auront été trouvés pour démonter un peu le pauvre petit Turmoil qui essayait d'apporter quelque chose de nouveau dans un jeu qui avait déjà 4 extensions. Ça vaut de rien, c'est pas facile. Déjà 4 extensions, enfin, faut le faire. Quand je dis 4, en plus, c'était même pas 4, c'était 5. Attendez, on récapitule. Il y avait Vénus, il y avait la double carte, il y avait Prélude, il y avait Colonie. Non, ça faisait 4, c'est ça. Ouais, c'est ça, 4 extensions. Et faut le faire, quoi. Il fallait trouver une idée. Je trouvais que ça révolutionnait pas mal la chose, en plus. Et non, mais bon, c'est le mal-aimé de la bande, Turmoil, donc tant pis. Ouais, après avoir joué plein de parties de Terraforming Mars, moi, jouer à Turmoil, c'est un plaisir, j'aime bien y jouer. Sauf que quand tu proposes une partie de Terraforming Mars aux copains, ils vont pas forcément vouloir jouer à Turmoil parce qu'ils pensent comme les autres, quoi. Enfin, contre cet establishment du jeu. C'est quand même assez triste de voir que dans un univers du jeu qui reste un univers de niche et qui reste un petit peu un univers d'élite, ouais, on peut le dire quand même un peu. Enfin, on va quand même pas se mentir. Dire les joueurs de jeux de plateau, c'est pas le même public que les mecs qui regardent le foot à la télé. Désolé, j'ai pris le foot comme exemple, ça peut être plein d'autres trucs. Ouais, je dis pas ça, hein. C'est la Coupe du Monde en ce moment, ça m'arrive aussi de regarder des matchs, j'aime bien être cool, posé, tu regardes le match, t'es tranquille. Mais en tout cas, c'est pas le même, on va dire, c'est pas le même genre de population. Et je dis ça, c'est dangereux ce que je dis, hein. Après, on va croire que je suis anti-foot. Non, non, je l'ai dit, hein. Des fois, ça m'arrive aussi de regarder, c'est tranquille. Mais bon, bref, hein, voilà. Donc on est quand même une population qui est assez éclairée. Et ben non, même dans cette population quand même un peu éclairée,
bah, on dirait qu'il y a un certain establishment qui se met, il y a une certaine pensée unique qui se forme, et bah, voilà, donc on se fait pour... Donc les quelques-uns comme moi qui veulent essayer de sortir un petit peu de ça, on se laisse un peu, on se retrouve un peu étouffé face à ça, et on subit le truc. Conclusion, moi, mon turmoil, bah, j'ai eu beaucoup de mal à sortir. Parce qu'à chaque fois, bah, c'était ce genre d'argument-là. C'était, ouais, non, c'est trop long, machin, voilà. C'est un truc que je piche pas par rapport à Terraforming Mars, c'est un truc qui m'énerve un petit peu. C'est pareil, Prélude. Vous voyez l'extension de Prélude. Alors, elle est très bien, Prélude. Hein. J'ai rien contre Prélude. L'extension est très bonne. Ok, ça renforce le côté of Kinder, j'aime bien cette expression-là. Dans un cadre différent que pour Chimera Station. Prélude, c'est cool, effectivement. On a notre main de départ et notre choix de corporation à faire, et Prélude renforce, ouvre davantage de tiroirs sur qui composera notre setup de départ. Et ça, c'est très bien. J'ai rien contre ça. Par contre, j'ai un peu de mal avec l'argument, oui, Prélude, il faut absolument jouer le Prélude. Ah oui, moi, Terraforming Mars, je joue avec Prélude, moi. Ah, parce qu'au moins, les parties vont plus vite, c'est mieux. Putain, mais non, quoi. Fuck, quoi. Arrêtez de faire chier, les gars. Sérieux. Vous adorez ce jeu et vous voulez jouer avec une extension. Pourquoi? Parce que ça accélère un jeu. Mais merde, si vous aimez le jeu, vous le savourez, bordel, quoi, putain. Vous n'êtes pas là en train de vouloir finir votre partie au plus vite, parce que comme ça va plus vite. Pourquoi? Parce qu'on est en 2022, que tout doit toujours aller plus vite. Oh mais merde, quoi, ça fait chier, quoi, ça fait chier. Franchement, c'est un truc qui me gonfle. Et je m'énerve vraiment, en fait, hein. On dirait que je joue la comédie. Non, c'est vraiment un truc qui me gonfle profondément. C'est ça. C'est... Putain, mais savourez le jeu. Jouez pas à Prélude, parce que ça va plus vite. Alors, vous aimez pas le jeu, si c'est ça. Faites pas de Terraforming Mars, je sais pas moi, jouez au POGS, j'en sais rien moi. Jouez à un hobby ou jouez à un truc qui va plus vite. Vous sortez pas un si bon jeu pour le balancer rapidement, je sais pas, sous prétexte que vous voulez faire d'autres jeux à côté, parce que plus on fait de jeux, plus on a un joueur. Mais non, c'est pas ça. Être joueur, c'est pas faire le plus de jeux possible. Ça c'est... Voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve, vraiment ça m'énerve. Donc, ouais, c'est... En réalité, ce qui fait que Terraforming Mars est un peu déclassé dans mon top, un peu, hein, légèrement, juste une vingtaine de places, c'est pas vraiment Terraforming Mars, c'est plutôt cet establishment là, c'est les joueurs qui ont tendance à forcément vouloir jouer avec une formule type de Terraforming Mars, donc le jeu de base, Prélude, et bon, allez, une des deux autres cartes, hein, parce que c'est original. En fait, ça change rien, parce que dans tous les cas, il y aura toujours une carte. Donc ça, quelque part, c'est un vrai faux changement. C'est pas une prise de risque totale. Ah, pas Vénus, hein. Oh non, parce que Vénus, ça n'apporte rien. Bah non, je suis désolé, Vénus, ça apporte des trucs quand même. C'est cool aussi, Vénus. Puis Colonie, c'est cool aussi. Enfin, tout est cool. Et c'est la façon, c'est la manière dont les arguments sont sortis. J'arrive pas, ça m'insupporte. Donc plutôt que me prendre la tête toujours avec des personnes qui veulent, voilà, qu'il faut forcément jouer dans un cadre précis, on n'y joue plus, c'est réglé, on sort autre chose, on se fait pas chier, puis on cherche des joueurs qui veulent vraiment jouer, et à qui ça fait plaisir de jouer, sans regarder tout le temps leur montre ou je ne sais quoi. Ouais, faut pas se faire chier. Donc c'était un numéro 21, Terraforming Mars, avec un petit freestyle coup de gueule qui est sorti comme ça nulle part, que j'avais absolument pas prévu. Si j'ai heurté vos pauvres petites oreilles sensibles, vous m'envoyez totalement désolé. Mais à un moment donné, c'est vrai, quoi, bordel. Hein. On joue, on prend du plaisir. Alors, prenons le plaisir jusqu'au bout. Ne nous mettons pas je sais pas, des bâtons dans les roues ou une limite. Non, on se fait plaisir, on se fait plaisir. Terraforming Mars, moi, des fois, ça m'éclatait de jouer sans prélude, parce que reprendre depuis le début, voilà, reprendre le temps. Oui, je sais, j'ai compris, c'est un peu long le démarrage. Quand prélude n'existait pas, ça nous allait très bien. Personne n'a jamais dit c'est trop long de démarrer une partie comme ça de Terraforming Mars. Bah non, ça faisait partie du jeu. Ouais. Hein, on s'habitue vite, hein, certains trucs. J'ai pas plus à dire. Voilà, en ce qui concerne ce troisième segment de mon top 50 jeux all-time of the world.
Il y aura d'autres surprises dans les 20 qui vont suivre, hein, les 20 qui sont un peu plus au-dessus. Il y a des jeux que je classais très bien avant, qui sont un peu descendus aussi. Vous verrez. Vous verrez pour ceux qui suivaient déjà à l'époque. Je dis ça, mais en réalité, il y en a très très peu qui suivaient déjà à l'époque. Je pense que le public a aussi tourné avec le temps. Après tout, ça fait un petit moment quand même que j'ai la chaîne, donc à force ça se renouvelle. Et puis, en attendant, j'espère, en tout cas, que ce top global, là, ce top 50, est rafraîchissant pour vous. Parce que ça change, hein, c'est pas du top nouveauté, tout le temps nouveauté, nouveauté, nouveauté. Non, là, on est dans autre chose. On est dans voilà, du all-time, on ressort les anciens jeux, et ça me donne vraiment envie de sortir de temps en temps des espèces de chroniques sur des jeux qui sont très bons, en étant anciens, qui sont oubliés, sortir vraiment une espèce de coup de lumière sur un jeu qui mériterait d'être dépoussiéré. Parce qu'en fin de compte, aucun jeu n'est dépassé. Hein. C'est dans notre tête que c'est dépassé. Parce qu'il y a de la nouveauté. Mais il y en a plein qui sont encore exploitables. Il y a plein de jeux qui prennent la poussière. Pensez, c'est pas petits jeux sur les étals des magasins. Personne ne va les voir, alors qu'ils sont superbes. Ah, quelle tristesse. Et à cause de ça, à côté de ça, on achète des dobs parce que ça y est, il y a un fort effort marketing fait dessus. Et puis 2 semaines après, on oublie ces jeux parce que effectivement, c'était bien des dobs. Mais l'appel du porte-monnaie était plus fort que la raison, que le temps à prendre pour observer, bien analyser les choses, acheter, faire le bon choix plutôt que se ruer vers un truc nul. Ah, je vais me retrouver le Robin des Bois des anciens jeux opprimés là. Allez, j'arrête mes bêtises. Mesdames et messieurs, votez Charlie. Ah mais attends, c'est pas la bonne vidéo. Je me suis trompé, c'est pas la bonne série. Allez, on arrête là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et à très vite. Salut!